On finit maintenant avec le Togo. Nous parlons du coronavirus, situation alarmante et inquiétante selon le conseil scientifique qui était hier soir face à la presse à Lomé pour cette toute première conférence de presse animée par ce conseil scientifique depuis sa création. Le professeur Didier Ekwevi, épidémiologiste et président du conseil, s'est montré particulièrement inquiétant. Il a indiqué qu'entre décembre 2020 et janvier 2021, au moins 1200 nouvelles contaminations ont été enregistrées au Togo, principalement à Lomé, dans la région des Savanes, qui est frontalière avec le Burkina. Et c'est la première fois depuis le début de la pandémie qu'en un mois, le Togo a plus de 1000 nouveaux cas de contamination. Également, le Togo a dépassé, au cours de ce mois de janvier, la barre de la centaine de cas de contamination en une journée. Le 27 janvier, on se le rappelle, le Togo enregistrait 105 contaminations et plus d'une dizaine de morts également pour un mois. Ça fait beaucoup. Adam Adjornou, quand on regarde ces chiffres, on s'interroge. C'est vrai que le conseil scientifique a donné quelques explications. Qu'est-ce qui fait que ça flambe autant ? Non, c'est le reflet d'une flambée donc, de cette épidémie-là et dans le monde entier, avec véritablement donc, des disparités, en témoigne réellement dans cette relative. Et pas qu'on peut constater au niveau de l'Afrique, c'est vrai que chaque pays, en ce qui le concerne, au niveau des moyens mobilisés, peut s'alarmer sur donc, des cas de contamination. En témoigne le fait que aujourd'hui cette situation semble être plus alarmante en ce qui concerne le Togo, surtout comparé, disons, et aux motivations ou carrément donc aux mesures d'anticipation prises par le passé et qui a permis au Togo d'avoir donc ces relatives, disons, épargne comme je viens de le dire tantôt. Mais ce qu'il faut relever, c'est qu'il y avait des motivations expliquées donc par ce conseil scientifique qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés là. C'est vrai que, globalement, on constate véritablement qu'il y a eu d'abord un désenchantement au niveau de la population, compte tenu du fait que nous sommes en face d'un virus qui a trop duré. Et les mesures, comme on le dit tant, la plupart du temps, ne sont pas habitués donc, à ces mesures-là. Et quand ça devient trop long, on a tendance donc, à les relâcher. Mais également, vous savez, lorsqu'on prend aujourd'hui la région des Savanes, qui n'était pas donc une région assez réputée en ce qui concerne dans cette flambée de contamination, on a constaté réellement donc cette porosité des frontières qui a fait qu'on a eu donc des échanges, des interactions entre populations. Et on prend également la région de Loti, vous allez constater également, ce sont des régions assez frontalières au pays, très contaminées, notamment le Ghana. Aujourd'hui, la courbe a tendance à indiquer que nous sommes au même niveau que le Burkina Faso. Or, le Burkina Faso faisait partie de la cohorte des pays qui étaient donc les plus contaminés par le passé. Donc, je pense que c'est une situation qui doit être beaucoup plus inquiétante. Mais évidemment, comparé, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui, c'est vrai, chacun lutte pour sa chapelle, puisque lors de cette pandémie, on n'a pas vu véritablement la coopération internationale fonctionner. Donc, chacun s'est recroquevillé sur lui au regard de ses moyens et essaie donc de dérouler un programme pour réellement mettre à l'abri sa population. Mais au même moment, je pense que nous devons quand même perdre de vue dans cette comparaison avec les autres pays, ce qui se fait ailleurs, et là où on en est. Donc c'est en cela que je dis que c'est une situation, cette alarmante, au niveau interne, mais également comparé, on ne devrait pas donc s'affoler cette situation. Mais ici, la question est de savoir quelles sont donc les dispositions. Il faudrait réellement que chaque Togolais puisse revenir en de meilleurs sentiments. On va revenir tout à l'heure sur les dispositions, mais parlant toujours des explications, Adam soulignait quelque chose d'important. Le contexte mondial montre une flambée des cas, ce qu'on a du mal à comprendre. Ça flambe en France, ça flambe au Togo, ça flambe au Bénin, ça flambe en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Qu'est-ce qui l'explique ? C'est le relâchement qui a été constaté. Vous savez, les premières heures de l'apparition de ce virus, en tout cas pour ce qui concerne le Togo, ont été assez édifiantes. Nous avons vu comment les Togolais, en tout cas, se sont mobilisés pour lutter contre cette maladie-là, en respectant les mesures qui ont été édictées par le gouvernement dans le combat à mener contre ce virus-là. Tout le monde s'y est mis. Le port de masque aujourd'hui à Lomé, faites un tour juste sur les grands axes routiers de la capitale. Vous verrez, il n'y en a plus.
le dispositif de lavage de main que moi j'avais l'habitude d'utiliser quand j'allais rentrer dans un magasin ou quand j'allais rentrer dans une pharmacie ou dans une grande surface, ces dispositifs de lavage de main n'existent plus. Donc il y a d'abord ce relâchement-là. Les gens, on dit le virus, bon c'est bon, ça fait 1 an qu'on en parle. C'est vrai, ça existe, mais bon, voilà, je ne mets plus de masque, je ne respecte plus les mesures barrières édictées. Et donc ça a créé cette situation. De deux, la force policière qui a été mise en place, on ne la voit plus. On ne la sent plus. Faites un tour dans les grands carrefours de la capitale. Non, il n'y en a plus. Ils sont là, Mais cette force n'est plus efficace. Elle n'est plus active. Comme au début, vous avez vu, moi, j'ai été témoin de l'arrestation des Togolais dans un grand marché de Lomé parce que ces Togolais n'avaient pas mis de masque. Mais ils étaient dans la masse. Il y a une semaine, j'étais à l'intérieur du pays. J'ai fait l'axe Lomé-Palimé. Mais les militaires qui sont postés pour le contrôle routier, mais les gens passaient sans masque, ils les laissaient passer. Donc il y a ce relâchement aussi. Il ne faut pas aussi oublier la période des fêtes de fin d'année. Ça a été un moment catastrophique. Le gouvernement fait ce qu'il pouvait en sensibilisant, en informant, en invitant les Togolais à être prudents. Le gouvernement est allé jusqu'à imposer des restrictions. Des coups-feu. Voilà. Mais les Togolais... C'est complètement inefficace. Voilà, mais certains Togolais n'ont pas... Non, ça a donné. Mais il y a derrière cette absence de conscience collective où des gens, moi j'en ai vu le 24, le 25, le 31, le 1er, vous en avez vu tous, dans les bars, dans les espaces publics, etc. Mais c'est terrible. Et enfin, pour moi, l'ouverture de l'espace aérien. Vous savez, les périodes de fête de fin d'année sont les périodes où il y a une forte croissance pour les voyages. On a vu un peu, beaucoup de Togolais sont rentrés pour passer les fêtes de fin d'année, d'autres sont partis. Et donc, tous ces échanges aériens, les aéroports qui étaient ouverts, les gens qui allaient, qui venaient, tout ça va forcément apporter cette croissance que le comité scientifique a relevé. Donc, il nous appartient à nous, Togolais, de savoir que la maladie existe et que quand on parle de 1000 cas recensés dans une période fixe, ça fait peur. Au moins au Togo, nous sommes protégés pour le moment. Ne nous laissons pas emballer dans une ignorance de l'existence de cette maladie pour se retrouver dans une situation comme celle qui est connue aujourd'hui dans certains pays en Europe ou aux États-Unis. Il y a de quoi s'alarmer, Germain Fouli? Oui, il y a vraiment de quoi s'alarmer parce que avoir 100 contaminations en une journée, on a mis des mois pour atteindre 100 contaminations au début. Après, aujourd'hui, en une journée, c'est pas encore fini. C'est vraiment inquiétant parce que il y a eu cette période de fête dont parlait David tout à l'heure, malgré les mesures assez rudes prises par le gouvernement et qui ont contribué à limiter les dégâts parce qu'on devrait sortir de ces fêtes-là avec des chiffres beaucoup plus effroyables. Mais aujourd'hui, c'est assez alarmant. Et les Togolais ne sont pas conscients parce que pendant longtemps, pour la plupart d'entre nous, on ne connaît personne qui est atteint de Covid ou qui en est mort. Et donc, on a comme l'impression que c'est un phénomène un peu éloigné de nous. Et la peur qu'il y avait au début a progressivement disparu parce que pendant longtemps aussi, les chiffres n'étaient pas aussi alarmants. Donc, même quand après on est sorti des fêtes et qu'on estimait qu'on allait dans une courbe assez croissante, on assistait peut-être à une vingtaine de contaminations par semaine à l'époque. Donc, mais ça commençait par être grave. Et donc, sur un mois, avoir plus de 1200 cas, ça veut dire que là, c'est assez inquiétant. Et si les mesures ne sont pas prises, nous n'avons pas forcément les moyens de prendre toutes ces mesures-là, ça voudra dire qu'il y a plusieurs personnes qui portent le virus aujourd'hui qui ne font pas des signes et qui peuvent le transmettre. On en discutait ce matin avec un expert.
qui estimait que dans nos pays, 80% de la population, 85 même, peut avoir la maladie, mais ne pas présenter de signes. Donc ça veut dire que c'est... Il estimait que c'est ce qu'on a actuellement. Oui, qu'on peut avoir ça actuellement. Mais si on a ça, finalement, le virus doit circuler normalement. Voilà, c'est pour dire que collective, plusieurs personnes peuvent contracter la maladie, peuvent être contaminées, mais sans présenter de signes. Et s'il y a déjà une centaine en une journée, et si on n'a pas pu référer les contacts de ces personnes et tout ça, si on n'a pas maîtrisé tout ça, c'est que quand eux, ils s'évaporent dans la nature, c'est qu'ils touchent d'autres personnes et on risque un jour de se retrouver avec 1000 personnes contaminées par jour. Donc à cette allure, il faut faire attention. On entend parler de 1000, 2000, 5000, jusqu'à 22 000, 50 000 en France et ailleurs. Donc, et on croyait que ça se fait ailleurs, mais là, c'est en train d'arriver chez nous. Et nous, on n'a pas les moyens que ces grands pays-là ont, et ils n'arrivent pas à tenir. Et si ça arrivait, je ne parle même pas de 1000 par jour, mais déjà 100 par jour. Sur un mois, ça va être beaucoup. Si très vite, on n'arrive pas à rompre la chaîne de contamination. Alors, au début de la pandémie, on a vu, il y a eu une communication intempestive qui continue même d'ailleurs sur beaucoup de médias. On a parlé de sensibilisation des populations. Il y a tout ça et on nous parle aujourd'hui de relâchement, de non-respect des mesures barrières. C'est quoi, cette communication n'est pas efficace? Non, vous savez, même au niveau de cette communication, lorsqu'on fait un peu une petite comparaison, vous allez constater que réellement, tel que cette communication était active au début de cette pandémie, ce n'est plus le cas. Donc ce relâchement, moi j'estime que ce n'est pas seulement au niveau de la population, c'est tous les acteurs qui étaient mis à contribution pour amener donc, disons, à briser un peu la chaîne de cette contamination, qui doivent redoubler d'efforts. Parce que moi je le disais hier à la conférence de presse en disant que il est temps réellement qu'on reprenne réellement les habitudes qu'on avait donc laissées. Il faudrait réellement que tous ces acteurs-là puissent se mettre ensemble et recommencer le boulot qu'on avait commencé par le passé. C'est vrai que le boulot, pour la plupart du temps aujourd'hui, sont les médias aussi qui le font. Vous allez constater que la fréquentation de ces acteurs-là au niveau des médias, c'est vrai qu'il y en a, mais ils ne sont plus tellement actifs comme ce qu'on a constaté par le passé. Et ceci peut également, disons, affecter ou carrément jouer du fait qu'au niveau de la population, d'abord, elle-même, mentalement, s'est préparée à pouvoir donc désenchanter, relativiser un peu la maladie. Et lorsqu'on ne le fait pas suivre avec des cas, mais ce qu'on doit aussi faire comprendre, c'est que par le passé, il y avait deux personnalités qui l'ont fait. Il faudrait réellement qu'on ait des patients de la Covid qui acceptent réellement témoigner. On n'en a pas assez au Togo. Ce qui fait que les gens se posent des questions, surtout la plupart du temps au niveau de leur entente. Les gens, ils ont la maladie, mais lorsqu'ils reviennent, c'est carrément la clandestinité. C'est vrai, au-delà de ça, on a peur également qu'il y ait une sorte de stigmatisation autour d'eux. Mais ceci ne doit pas... Moi, je pense qu'il faudrait réellement faire en sorte qu'on ait des gens qui puissent témoigner, qui puissent témoigner de la maladie. Ça pouvait réellement faire prendre conscience. Sinon, on le dit, les gens font ce qu'ils doivent faire, mais ils se disent, bon, quels sont ceux-là même qui souffrent de la maladie? On nous dit des 1000 cas, etc., mais on ne les voit pas autour de nous. Or, aujourd'hui, la situation est telle que personne ne peut se dire aujourd'hui, quelles que soient les mesures que nous respectons, etc., tout le monde est un malade potentiel de la Covid, vu la cour qui est montée aujourd'hui. Donc, à tout moment et à tout lieu, on peut réellement contracter donc, la Covid-19. Et ça, je pense qu'il faudrait réellement le faire accompagner par des témoignages. Ce relâchement dont on parle aujourd'hui et qui a pour conséquence cette flambée des cas, ça aussi, il fallait s'y attendre. Oui, connaissant les habitudes des Togolais, vous savez, le Togolais, naturellement, il est curieux. Lorsqu'il apprend une information, il a envie de savoir le fond de cette information. Et quand il va découvrir que le fond est une réalité mondiale, il se dit, bon, voilà, ça existe partout, donc chez nous aussi, donc autant aller dans ce sens-là. Et voilà, on commence à ignorer certaines habitudes qu'on avait prises dans la lutte contre cette pandémie-là. Moi, j'ai fait le constat amer et j'ai été déçu fortement. Je suis allé dans certains villages ou dans certains quartiers périphériques. Je prends le cas de Zanguera, etc., toutes ces banlieues-là. Mais quand vous arrivez dans ces localités, personne ne porte de masque.
c'est terrible. Que font le chef de quartier, le chef de village, les autorités de ces DQ et tout ça, les associations qui sont là-bas? Ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est pas seulement le gouvernement qui va aller. Le gouvernement, il n'est pas malade. Hein. Il ne sera, je ne crois pas qu'il y ait un gouvernement dans le monde qui ait déjà été malade. Aucun gouvernement ne tombe malade. Hein. Même si ce gouvernement est composé des êtres humains. Ok, voilà. Et donc, c'est les citoyens qui tomberont malades. Et quand on parle de 1000 cas, on n'a pas cité de ministre, on n'a pas cité un DG. Quand vous regardez dans la liste, c'est des citoyens ordinaires comme vous et moi. Et donc, il faut qu'on fasse très attention. Il y a des ministres. Il faut qu'on fasse très attention à cette pandémie-là. Donc, ce relâchement, le gouvernement ne viendra plus nous dire reprenez vos habitudes. Non, je crois qu'il faut qu'on en fasse des habitudes quotidiennes et qu'on comprenne qu'en sortant de chez nous, nous constituons des cibles potentielles d'attaque de cette pandémie-là. Et en revenant à la maison, nous risquons peut-être de contaminer les autres. Donc, protégeons-nous pour protéger les autres aussi. Je vais être un peu complotiste dans la question qui suit. Ça flambe aussi au moment où le supposé vaccin est là. Il y a plusieurs théories autour de cette maladie. À commencer par la théorie de Trump, qui estimait que c'est les Chinois qui ont créé cette maladie et l'ont répondu. Non, le mal est là. Maintenant, il y a eu quand même une grande accélération, une rapidité qui a entouré la découverte et la mise au point du vaccin. C'est anodin. Mais on peut s'en féliciter si pour une fois les chercheurs ont été plus rapides que d'habitude. On devrait quand même s'en réjouir. Maintenant que le vaccin est disponible, est-ce que c'est un business qui est derrière ce vaccin? Oui, pour ceux qui l'ont... Parce que tous les pays passent commande, même le Togo, le conseil scientifique le disait, qu'il y a eu commande du vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ça va arriver en juin. Tous les pays le font. Il faut justifier ces vaccins. Oui. Je suis complotiste et c'est pas forcément que je suis d'accord avec ça, mais bon, quand même je dois poser toutes les questions. Le vaccin vient quand même renforcer cette prévention qui se fait, cette lutte qui est menée. Mais il va falloir mettre des années aussi pour que une grande partie de la population soit touchée. Parce que même si on démarre dans quelques semaines, d'ici 2023-2024, c'est pas sûr que la moitié des Togolais sont déjà touchés par ce vaccin, mais c'est une solution à laquelle les États pensent beaucoup plus pour le personnel qui est au front dans la lutte, parce que ce personnel-là, il faut le protéger. Il faut le protéger pour qu'il puisse s'occuper des autres. Après, pour les personnes qui ont une comorbidité, et puis après d'autres. Donc le ministre, par exemple, la dernière fois que il y a eu un peu ces rumeurs sur le vaccin, on avait même dit que les enfants n'étaient pas concernés. Et quand vous voyez aussi en Occident, quand on prive les adultes de certaines activités, vous voyez que les écoles sont ouvertes et un certain nombre de choses. Maintenant, le corona n'a pas révélé tous ces secrets. Les scientifiques, surtout avec les mutations auxquelles on assiste, les scientifiques aussi se cherchent. Il y a des vérités aujourd'hui qui demain sont un peu diluées ou se deviennent même des mensonges. Mais n'empêche que le monde se cherche par rapport à cette pandémie-là. Et les mesures barrières qui sont les seules qui sont facilement applicables s'il y a de la rigueur et de la volonté, sont aujourd'hui les premiers remparts que nous avons. Il faut qu'on s'y mette. David le disait, les dispositifs de lavage aujourd'hui, ils n'existent plus. Même ceux qui l'ont rangé, on ne met plus de l'eau, il n'y a plus de savon. Vous ne verrez plus quelqu'un vous obliger à utiliser le gel ou à vous laver. Mais vous avez la distanciation sociale, tout ça. Et même certaines restrictions, aujourd'hui, les gens les lèvent sans attendre. Même dans le transport public. Voilà. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, le ministre du Tourisme a lancé un communiqué depuis hier, je pense, par rapport à l'ouverture de certaines discothèques. Vous savez que c'était fermé et tout cela. Donc, il faut que les gens
reviennent au respect de ces mesures-là, même si économiquement c'est difficile pour certaines entreprises de fermer depuis pratiquement 1 an maintenant. C'est assez chaud et peut-être il faut profiter de l'ancien appel sur le fonds de riposte estimé à 400 milliards qui a été lancé, qui n'a pas été quand même suffisamment alimenté parce qu'on n'a pas encore atteint la moitié de 200 milliards et il faut pouvoir penser à l'alimenter pour soutenir aussi certaines couches dans leurs activités, ce qui permettra aussi de mieux respecter certaines consignes. Parce qu'aujourd'hui, l'activité économique qui est un peu en berne, les gens reprennent carrément et font fi. C'est tout ça aussi qui fait que pour prendre d'autres mesures restrictives, il faut beaucoup réfléchir. Oui, tout à fait. Mais la santé n'a pas de prix. Et nous tous qui banalisons le corona aujourd'hui, on devrait se dire qu'on ne sait pas quelle maladie on traite, parce que vous pouvez l'avoir, et on l'a dit tout à l'heure, ne pas présenter des signes, mais si vous portez des germes de maladie qui est assez fatale, donc par rapport au Covid, c'est sûr que vous allez figurer, on ne le souhaite pas, sur la liste des prochains décès. Donc aujourd'hui, c'est ça l'inquiétude. Nous ne savons pas ce que nous traînons comme maladie, donc il vaut mieux éviter d'attraper ce virus-là. Messieurs, c'est vendredi et notre habitude d'ici chaque vendredi, c'est de finir l'émission en attribuant des notes. Ces notes, c'est de 0 à 10. Chacun donne les notes de son choix à qui il veut et puis les justifie. Adam Adjano, je commence par vous. Oui, moi j'ai une note de 9 sur 10. Et je l'adresse depuis ce matin, après cette conférence de presse qui a essayé un peu de recadrer ou qui a fait le bilan d'étape qu'on pourrait constater pendant ce mois de janvier et qui s'alarme sur la pandémie. Il y a un maire, et c'est le maire du Golfe 7, Mehdi Kounou, qui a depuis ce matin mobilisé chefs traditionnels, CDQ et tout le reste, en fait, toutes les communautés issus donc de son ressort territorial, à pouvoir réellement les remobiliser pour la prise de conscience en ce qui concerne dans cette pandémie. Je pense que ça doit être un modèle parce que tous ces élus locaux-là puissent réellement prendre conscience et mobiliser tous les acteurs autour de cette pandémie, sinon ça craint. D'accord. Mehdi Kounou, félicitations. David Diakwavi. Alors, moi, je voulais donner la note de 6,5 sur 10 à Monsieur le ministre de la Communication, le professeur Ayewada, très cher ami à moi, qui a eu son baptême de feu ce matin à la rentrée annuelle de la section togolaise de l'Union de la presse francophone, où pendant toute la rencontre d'échange, on l'a senti beaucoup plus sur la défensive. C'est tout à fait normal, c'est la première rencontre qu'il a avec les presses privées, en tout cas dans leur ensemble. Néanmoins, il a réussi quand même, avec toute la dextérité dont il maîtrise parfaitement les secrets, il a réussi à apporter des réponses aux multiples questions que se pose la famille de la presse suite à l'interpellation de notre confrère Carlos Ketou. Donc je voulais lui dire félicitations et lui dire que les journalistes de la presse privée ne sont pas méchants et qu'il est là pour nous, nous sommes là pour lui aussi et qu'il doit comprendre que c'est en se frottant les uns contre les autres, comme ça a été le cas ce matin, que des solutions pourront être sorties, des questions ou alors des inquiétudes que nous avançons tous les jours dans le cadre de l'exercice de notre profession de journaliste. Et ça m'amène peut-être à renchérir un peu avec... je lisais ça sur les réseaux sociaux tout à l'heure avec ce que disait Rekia Madougou à la conférence, puisque ça opposait un peu les réseaux sociaux aux organes. Voilà. C'était tout le débat. Il disait que les réseaux sociaux font désormais partie de notre vie. Ils sont à la fois un problème et une solution. Nous ne pouvons plus faire sans eux. Nous ne pouvons donc pas vouloir régler le problème des réseaux sociaux en les excluant de la recherche de solutions. Ça, c'est très intelligent, parce que commencer par attraper les journalistes parce qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux. Il y a un problème pour moi, là. Cher Fouli, vous avez la parole. Alors, moi, je donne 7 sur 10 à Madame le ministre des Sports et au président de la Fédération togolaise de foot,
pour l'accueil qu'ils ont réservé aux éperviers locaux. Donc, ils sont rentrés que l'actualité sportive, je ne la suis pas beaucoup. Donc, ils sont rentrés. Donc, je crois qu'ils ont été plutôt félicités pour leur belle prestation au Cameroun. Ça a été une grande fierté. Ils ont promis déjà plutôt accompagner cet élan-là de ce qui a été fait. On espère donc que Madame le ministre et le président de la FTF vont rester dans cette dynamique-là et donner plus de moyens à ces jeunes-là pour nous fabriquer une équipe de demain qui va pouvoir aller très loin dans les grandes compétitions. D'accord. Merci beaucoup, Germain Pouli. Merci à David Diaguavier. Merci à Adam Adjano d'être passé animer ce programme avec nous. Merci également à vous tous. Vous l'avez compris, on a surtout pour le dernier sujet parlé du coronavirus. Nous insistons donc sur l'application des mesures barrières. Ce sont celles que nous tous nous connaissons, le lavage régulier, j'allais même dire abusif des mains à l'eau et au savon, l'usage du gel hydroalcoolique à défaut. Il faut également respecter la distanciation sociale comme on le fait sur ce plateau. C'est pour ça qu'on se permet de baisser les masques. Il faut aussi continuer par porter les masques quand on est en public. Et pour le reste, ça c'est ma mesure personnelle, de continuer par prier. Je lisais également cette interpellation et je vais peut-être la retrouver aussi, la lire, cette interpellation du pasteur Edo Komi tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui appelaient donc à la communauté religieuse à prier, mais également à appliquer, n'est-ce pas, les mesures barrières. Voilà, le MMLK les exhorte à sensibiliser davantage les croyants au respect des mesures barrières, tant dans les lieux de culte que dans les places publiques. C'est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie avec l'intervention divine. Merci à tous.